Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis content d'être là devant vous pour parler de software craftsmanship aujourd'hui. Je ne vais pas le dire beaucoup, donc je le dis une fois, parce que c'est imprononçable pour moi en anglais, j'ai tout essayé. Je vais plutôt parler d'artisanat du logiciel, si ça vous va. Même artisanat, c'est un peu dur à articuler. Je m'appelle Laurent, je suis Scrum Master depuis 5 ans maintenant. Je travaille pour la société UNUP. Là, vous le verrez 2-3 fois, normalement c'est assez subtil. Ça fait 5 ans que je suis Scrum Master, j'ai été dev par le passé, et j'ai envie de vous parler d'artisanat du logiciel aujourd'hui parce qu'on m'en a parlé pendant un Agile Tour. Une fois, j'ai vu une conf, ça m'a inspiré, j'ai voulu creuser, j'ai fait des liens avec d'autres concepts. J'ai donné des indices tout à l'heure sur ce qui allait survenir, ce qui était là au teasing. Donc voilà, c'est ma raison d'être devant vous aujourd'hui. Merci aux sponsors qui nous permettent de tenir qui permettent à l'Agile Tour Bordeaux de tenir cet événement, et merci à l'Agile Tour Bordeaux de nous accueillir dans ces conditions et de nous choyer. C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je suis rennais à la base, donc ça m'a fait un peu de route. Donc merci beaucoup. Oh, nickel, il n'y a même pas besoin du clin d'œil. Je vous propose de commencer dans le vif du sujet, de parler de ça, que je ne reprononcerai pas. Software Craftsman, quoi? Software Craftsmanship, l'artisanat du logiciel, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous propose du coup de définir le premier mot qui est l'artisanat. Et c'est là où j'ai mes accessoires. Oh, le teasing de fou. Ok, tu peux changer. Alors, j'en ai deux. Tu peux faire tourner ça. Je suis un artisan, en fait, moi aussi. Alors, il y en a qui me connaissent ici et qui découvrent ça. Ouais. Ah bah, je peux... Oh bah, j'en suis fier. Tu peux faire tourner celui-là. L'important, c'est pas les objets en soi. Oh bah, je passe d'élite un peu. C'est un objet, c'est une boîte à mouchoirs. Je sais pas si vous voyez bien à distance. C'est en bois. Je veux bien savoir ce que tu vois le chat, du coup, tu peux me dire ce qu'ils disent dans le chat. Ouais. Bah, je veux bien que vous me disiez ce que vous en pensez dans le chat, ce que vous pensez de cet objet. Je suis quelqu'un de tourner un peu. Ces objets, c'est moi qui les ai faits. J'aimerais bien savoir ce qui vous fait dire que c'est artisanal, du coup. Ouais, pourquoi? Ah oui. Il a dit la façon dont c'est fait. Roger. Ok, la façon dont c'est fait. Il a dit la finition. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la finition qui te fait dire que c'est artisanal? Est-ce qu'il osait le dire? Est-ce qu'il osait le dire? Il a dit c'est moche. Non, il a dit c'est pas industriel. Les couleurs, alors c'est très perturbant ça. C'est en bois, c'est vrai. Alors il y a de l'industriel en bois hein, quand même sur le marché de Noël, vous allez voir dans 1 ou 2 mois. Malheureusement, tout ce qui est fait en bois n'est pas forcément artisanal. Mais oui, c'est en bois. Je l'ai acheté chez, je sais plus, dans une boutique random pour faire de la création artistique. C'est pas industriel, c'est moche. Hein. Alors autant la petite boîte à tisane, ça passe, mais la boîte à mouchoirs, vraiment, si vous trouvez ça joli, merci. C'est original. Ah, merci, c'est original. C'est pas moi, c'est le chat. Ah, merci, c'est original. Et c'est fonctionnel. Ça, je vais l'avoir aussi. Puis je suis fier de vous le montrer, même si c'est un peu moche, que c'est un peu une petite part de moi que je vous livre aujourd'hui. Donc j'ai un peu honte. Mais c'est bien pour ça que je la livre pas à Rennes et que je la livre à Bordeaux, parce que c'est loin, c'est à 400 km. C'est plus mal. Ça remplit une fonction. La boîte à tisane, notamment, qui doit être quelque part par là, elle remplit une fonction très importante. Je peux y mettre des tisanes. Et je suis fier de vous les montrer aujourd'hui. La boîte à tisane, j'en suis fier parce qu'en plus, pour la faire, je me suis un peu cassé la tête. J'ai démonté les 3 vis qu'il y avait dedans. Alors moi qui suis pas bricoleur, c'est un truc de taré. Hein. Ça vous paraît banal. Mais j'ai passé 3 quarts d'heure à la démonter et la remonter pour pouvoir peindre sous les charnières. J'ai une vraie fierté sur la manière dont c'est fait. Et effectivement, petite suée là sur la transition. Enfin, petite suée générale. L'artisanat, pour moi, c'est beaucoup de choses. Hein, l'artisanat, évidemment, je n'ai pas la prétention de vous décrire ce que c'est en 5 minutes. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse à ces 3 caractéristiques-là. C'est un travail personnel. Ces boîtes-là, c'est moi qui les ai faites.
Ça se voit, hein, c'est pas industriel. C'est un peu moche. Mais c'est à moi, c'est moi qui l'ai fait. C'est mes associations de couleurs, c'est mes serviettes Ikea que j'ai collées sur la boîte à mouchoirs. C'est mes idées, c'est ma conception de ce que je trouve beau pour la boîte à tisane. Et surtout, elle répond à un besoin. Ce que j'ai dit, hein, la boîte à mouchoirs, je peux mettre des mouchoirs dedans. C'est plutôt chouette pour une boîte à mouchoirs, vous en conviendrez. La boîte à tisane, je peux y mettre mes nuits tranquilles et ma verveine. C'est plutôt chouette aussi pour se réconforter un peu le soir après une dure journée. Si je parle d'un artisanat un peu plus professionnel, pas trop là. Si je parle d'un artisanat un peu plus professionnel, parce que évidemment je suis Scrum Master, je ne suis pas peintre sur bois, heureusement. Un menuisier, par exemple, ou quelqu'un qui va fabriquer des meubles, des chaises, il va suivre des standards, il va suivre des règles de l'art. Il va y avoir une culture par rapport à ça aussi. Et quand je dis que du coup, c'est un travail qui répond à un besoin, c'est aussi un travail qui peut suivre certains standards. Voilà. Sur la manière dont les meubles sont conçus, dont les objets sont conçus. Du coup, l'artisanat, c'est ça. Et on va aller un peu plus loin maintenant pour... Ouais. Il y a peut-être le côté artistique. Alors, on dit qu'il y a peut-être le côté artistique aussi, ce qui est une manière beaucoup plus élégante de dire que mes choix de couleurs sont très discutables, mais c'est vrai. Et il y a une créativité aussi. Quand je parle d'un travail personnel, c'est aussi ça. Les couleurs ultra criardes que vous avez vues sur la boîte à mouchoirs, à un moment, j'ai trouvé ça joli. Quand c'était sur la palette, c'était vachement beau et tout. Du coup, maintenant qu'on a vu ce qu'était l'artisanat, le craftsmanship, on va voir ce que c'est appliqué au software, au logiciel, ce que c'est que l'artisanat du logiciel. Et on va en voir les grands principes avec, on va commencer avec notre meilleur ami ici, le manifeste agile. Je pense que quasi tout le monde voit ce que c'est le manifeste agile. Enfin, en tout cas, c'est ça. Voilà, c'est ça le manifeste agile. Donc là, normalement, vous voyez ce que c'est, mais vous l'avez sûrement déjà vu si vous êtes à l'Agile Tour. Ces quatre, alors les mots sont importants, j'ai pas envie de dire principes, mais 4 mantras qui nous guident dans notre voyage dans l'agilité. On va se le relire pour le plaisir, et parce que c'est un petit peu un passage obligé à l'Agile Tour. Si vous ne faites pas une conf où on vous relit le manifeste agile, c'est pas un vrai Agile Tour. Donc les 4 phrases, en tout cas, qui sont dans le manifeste agile, sont celles-ci. C'est les individus et leurs interactions plutôt que les processus et outils. Les logiciels opérationnels plus que la documentation exhaustive, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Et le dernier point, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Voilà, c'est bon, j'ai coché ma case manifeste agile, je suis assez content. Fais attention parce que tu n'as pas cité les 17 personnes qui disent que c'est important ici. Les 17 personnes? Oui, pour écrire le manifeste. C'est vrai. Et surtout, je mets pas le. Et surtout, il y a. Le copyright. Il y a un autre. Et au-delà du copyright, non, parce que normalement, il y a les sources à la fin. S'ils ne sont pas, je suis loupé. Mais surtout, il y a une phrase qui est dite dans le manifeste agile, c'est nous reconnaissons la valeur des premiers éléments, mais nous préférons les suivants. Ça, on l'oublie souvent quand on présente le manifeste agile. La preuve, le Laurent qui a fait ce slide, il ne l'avait pas mis. Mais du coup, c'est important de le rappeler à l'oral aussi. Bref, ça on connaît. Maintenant, je vais vous proposer de le transformer. Alors là, ça va être vachement subtil parce qu'il y a des animations et tout. Donc, ça va partir comme ça. Le premier point. Ah, voilà, le premier point, nickel. Pas seulement les individus et leurs interactions, du coup, mais aussi une communauté professionnelle. On est en train de construire le manifeste du software craftsmanship et de l'artisanat du logiciel, pardon. Et du coup, le manifeste de l'artisanat du logiciel veut aller plus loin et dit que, en plus des individus et des interactions, il faudrait privilégier une communauté de professionnels. Oh, c'est déjà fait. Oh, tu vis dans le futur, mec. Le manifeste du software craftsmanship dit que, en plus, pas seulement des logiciels opérationnels, on veut aussi d'avoir des logiciels bien conçus. Il y a un truc d'instinctif sur ce passage de slide, vous ne vous rendez pas compte. Concernant la collaboration avec les clients, pas seulement la collaboration avec le client, mais aussi des partenariats productifs. J'ai un petit doute quand même. Et le dernier, du coup, pas seulement l'adaptation au changement, mais aussi l'ajout constant de valeur. Et ces 4 éléments, ils forment le manifeste de l'artisanat du logiciel ou du software craftsmanship. Je suis fier de moi, j'arrive à le dire correctement maintenant. Je vous rassure, on va rentrer dans les détails. Là, j'ai fait une liste à l'après-vert. En plus, là, ça endort à moitié parce qu'on a pris la keynote et tout. On va plonger dans le détail tout de suite et on va prendre le premier point qui est la communauté de professionnels.
Pourquoi c'est intéressant, du coup, dans ce cas-là, de passer Oh, le trou. C'est rigolo, ça. Faut toujours assumer d'avoir un trou de mémoire. Ça vous permet d'y réfléchir, ça vous permet de lire le slide. Bah, puis on est bien, là. Je suis un peu hors champ, désolé, hein, vous ne me voyez pas à distance, mais... Ah, c'est vrai. Elle est où? Ah, salut. Tchouk. Non, plutôt que pourquoi c'est important d'avoir une communauté de professionnels, c'est comment est-ce qu'on passe à une communauté de professionnels. Ça passe par les 5 jolis points que je vous ai mis là. Le premier, c'est le partage d'expérience. Comment est-ce qu'on construit vraiment une communauté? C'est avec un partage d'expérience, notamment des développeurs et développeuses les plus expérimentés vers les plus juniors. Quand je dis cette phrase-là, il y a un truc très descendant, très direct, si vous remarquez. C'est vraiment les expérimentés qui doivent aller vers les plus juniors pour passer leur expérience. Ce qui est important dans ce partage, c'est qu'il se fasse aussi un peu dans les deux sens pour qu'une communauté fonctionne. C'est que les plus juniors, ils aient envie aussi et qu'ils aillent chercher cette expérience auprès des plus expérimentés. Souvent, quand on parle d'un passage de compétences ou d'une montée en compétences, on rend beaucoup les seniors responsables de la montée en compétences des juniors. On se dit que c'est forcément quelque chose de descendant, que ça doit forcément aller dans un seul sens. Or, le partage d'expérience, il fonctionne quand aussi des juniors ont envie d'engranger de l'expérience, ont envie de se perfectionner, osent aller vers les plus expérimentés et osent poser des questions, osent peut-être montrer qu'ils ne connaissent pas tout. Et ça, on va en reparler tout à l'heure parce que ça a trait à la sécurité psychologique et c'est un des autres éléments de mon teasing pour celles et ceux qui s'en souviennent tout à l'heure. Ce qui fédère et ce qui construit une communauté professionnelle aussi, c'est la manière de penser le code quand on développe. C'est de se dire que le code, c'est une propriété collective. J'avais entendu parler d'Egoless Programming et je trouvais que c'était une phrase qui résumait assez bien ce que je vais vous dire ici. C'est que quand on développe, on peut peut-être partir du principe qu'on ne développe pas pour soi, mais pour le développeur ou la développeuse suivant, qui vient venir après. C'est un truc un peu tout con, mais qui, quand on se le dit comme ça, ça incite quand même à penser les choses pour que quelqu'un d'autre les comprenne, à en faire du code une propriété collective, et à le rendre clair aussi, tout simplement. Comment est-ce qu'on anime cette communauté? C'est aussi par des moments d'intelligence collective. Je ne sais pas si vous connaissez le Coding Dojo, par exemple, ou le mob programming, ou le mob refactoring, ou l'immensité d'exercices qui tournent autour du Coding Dojo en général. Donc, en gros, c'est des exercices de programmation qu'on résout à plusieurs, pour être très, très général sur ce qu'est un Coding Dojo, et il y a plein de formats différents. Ces moments-là, c'est des moments de partage, c'est des moments de partage d'expertise. C'est des moments aussi où on fédère, où on réfléchit collectivement à une problématique, où on fait travailler notre intelligence collective. C'est ce qui fédère aussi une communauté de professionnels et c'est ce qui permet de passer des interactions et entre les individus à la communauté de professionnels. Une communauté, elle vit avec des règles, elle vit bien avec des règles, elle travaille bien, en tout cas, avec des règles. On ne veut pas forcément vivre avec ses collègues, mais on veut travailler avec des règles de codage. Donc ça y est, j'ai dit le troisième élément dont j'allais parler pendant ce talk. Les devs peuvent se définir des règles de codage, des règles de qualité, des règles sur la couverture de tests, par exemple, pour être très, très général. Se définir ces règles, je pense que vous êtes d'accord que ça ne suffit pas, forcément. Il faut s'assurer qu'elles sont comprises. Il faut s'assurer aussi qu'au-delà qu'elles soient comprises, que les personnes qui les appliquent savent pourquoi elles les appliquent. Ça m'est déjà arrivé dans des projets d'en arriver au bout du temps avec des passages en compétences, des anciens qui quittent le projet et des nouveaux qui arrivent, en fait, il faut avoir 80% de couverture de test, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait plus pourquoi. On ne sait plus pourquoi on a pris cette décision-là il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et du coup, ça fait un espèce de talisman qu'on brandit, qui n'est plus forcément d'actualité, ou qui l'est toujours, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. Souvent, on a su... on peut avoir... Des fois, on ne sait pas pourquoi, c'est vrai. Des fois, on se dit, là, 80%, c'est Pareto, 80-20. Pareto aussi, j'ai cité. Dans les Agile Tours, c'est aussi un truc qu'on peut cocher. C'est 80-20. Enfin, oui, on peut aussi avoir mis un critère arbitraire. On peut aussi avoir une vraie réflexion et beaucoup d'ateliers, beaucoup de discussions, beaucoup d'interactions, beaucoup d'intelligence collective pour définir ces règles-là. Et puis, au bout de 3 ans, c'est plus les mêmes personnes. Ça se trouve, la techno, elle a changé. Ça se trouve, c'est même pas sur le même projet. Ça se trouve, c'était sur du back. Et en fait, là, on essaie de faire ça sur du front. Ça n'a rien à voir. Et du coup, c'est important que ces règles soient comprises, qu'on sache pourquoi on fait les choses. Moi, quand je comprends pas ce que je fais, je le fais plus, en général. Alors, ça froisse des fois. Je sais pas si vous, c'est pareil. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire. Ça marche assez bien en général pour qu'on vous rappelle
soit pourquoi ça existe, donc moi je suis content, j'ai ma réponse. Soit qu'on se pose la question, mais merde, pourquoi est-ce qu'on fait ça? À quoi ça sert? Pourquoi on se réunit tous les jours à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on a 80% de couverture de test? Pourquoi Sonar c'est important? Pourquoi est-ce que le Sonar ça bloque le déploiement de mon application? Et en se posant ces questions-là, soit on y répond et c'est chouette, yes, on a retrouvé la réponse qu'on avait il y a 3 ans. Soit on s'aperçoit que ça sert à rien et on abandonne et c'est chouette aussi parce que du coup on a gagné du temps. Waouh, ça c'est cool. On aime gagner du temps. Et toute cette communauté, du coup, elle peut être animée, enfin elle est animée pour que ce soit une communauté professionnelle, pour que ce soit une communauté qui soit vertueuse. Elle peut être animée par le leader technique. Et si on fait le parallèle manifeste agile, manifeste de l'artisanat du logiciel, et du coup, entre l'agilité ou voire Scrum et l'artisanat du logiciel, on peut presque se dire qu'en fait, le leader technique, c'est presque le Scrum Master qui anime cette communauté de professionnels. Je me suis aperçu de ça vraiment en rédigeant le slide en plus, donc c'est un truc qui vient que de ma tête, ça vaut ce que ça vaut. Mais je me suis quand même dit ça en me disant que ouais, c'est sur ce prisme-là de l'artisanat du logiciel, le leader technique, il a pour rôle d'animer la communauté, de s'assurer que le partage d'expérience se fait bien, que les nouveaux osent aller demander aux anciens, que les règles soient comprises, tout ce que je vous ai dit avant. Et du coup, il est un peu facilitateur. Voilà du coup pour cette partie communauté de professionnels. Un des points suivants, c'était des logiciels bien conçus, plutôt que des logiciels, enfin, plus qu'un logiciel qui fonctionne, un logiciel bien conçu. Je commençais avec une citation, je ne sais pas si quelqu'un la connaît ou pas, cette citation. Ça tombe bien, elle est de moi, elle date d'il y a à peu près 2 jours quand j'ai reformulé ce point-là du slide. Et je me suis dit que c'était le bon endroit pour insérer une citation, j'ai rien trouvé, je me suis dit que je vais en foutre une qui rime. Ça fait assez bien aussi dans les choses à cocher. Donc au-delà de cette boutade sur le code de mauvaise qualité, en fait l'idée qu'il y a derrière, c'est de se dire que quand on a un code de mauvaise qualité, on se garantit à peu près d'emmener une ruine en prod. C'est un peu violent peut-être, mais au moins une ruine à retardement, on va dire. Qu'on ne voit pas forcément parce que le logiciel fonctionne en apparence. On se dit, on parlait du test ce matin dans un autre amphi, je ne sais pas si certains y étaient, et on se dit, c'est bon, le logiciel fonctionne, le client est content, donc on se fiche un peu de comment c'est fait derrière. Mais parfois, soit avec le temps, soit avec un coup de pas de chance, soit avec un événement ou une surcharge, par exemple, on s'aperçoit que quelque chose qu'on n'a pas implémenté va faire tomber notre appli. Ça m'est arrivé, ça, moi. Sur un appel à une base de données, on n'avait pas fait d'index. On n'avait pas fait d'injection SQL non plus, mais on n'avait pas fait d'index sur une énorme base. L'appli, elle est tombée un dimanche soir. Donc, on a appelé quelqu'un qui était d'astreinte. Donc, qui était ravi de devoir arrêter Michel Drucker pour aller réparer cette appli-là en prod. Yes. Et le pire, c'est qu'en plus, en regardant vraiment en 1 heure, 2 heures, on a trouvé la solution pour améliorer la qualité du code. Et faire quelque chose qui n'a plus cassé. Donc voilà, pour cet exemple qui illustre un peu ça. Je pars de la théorie de la vitre brisée ensuite, que je me risque jamais à reprononcer en anglais parce que je mets l'adjectif, le nom et je le prononce mal. Donc, vraiment, c'est la théorie de la vitre brisée. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si vous ne connaissez pas, prenez l'image d'un quartier, d'une ville par exemple, où vous voyez une vitre qui est pétée sur un bâtiment un peu ancien. Et vous avez pas envie. Alors vous n'êtes pas forcément un délinquant ou quelqu'un qui va vandaliser, mais si vous étiez quelqu'un qui va vandaliser, vous auriez plus envie de vandaliser ce qu'il est déjà, plutôt que d'aller vandaliser quelque chose de neuf. Ou plutôt vous auriez moins envie de nettoyer ce qui est déjà vandalisé que de... Non, ça marche pas ce que je dis, parce que nettoyer quelque chose de neuf, ça marche pas trop. Faut assumer aussi de perdre le fil des fois, en plus d'avoir des trous. Il paraît que c'est pas mal. Tout ça pour dire que le mauvais code engendre le mauvais code, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux. Et alors, plus si on le coupe le premier bullet point, vous voyez qu'on a un truc un peu exponentiel et dramatique. C'est que si on ne prête jamais attention à la qualité du code, on va encore moins le faire. On va être découragé aussi d'aller modifier une feature où le code est dégoûtant. Et un peu cracra, où on ne comprend pas ce qu'il fait, où on doit passer 3 jours à le déchiffrer, et en plus, on doit aller modifier dedans. D'aller modifier une classe où il n'y a pas de test. True story, ça. Je l'ai fait, c'est une tapée à faire. On en parlera après un peu plus de ces exemples-là.
Mais ça donne pas envie de s'y mettre, et du coup, ça donne envie de faire du code encore pire. Enfin, encore pire. Pas mieux, en tout cas. Donc, c'est pas super. Et surtout qu'on a des outils, en fait, pour ça. Je parlais sur la qualité de code, Sonar, Checkstyle, par exemple. Au moins sur des choses au moins assez basiques, permettre de lever quelques alertes. Je prends ces exemples-là parce que ils sont pas forcément les plus coûteux à mettre en œuvre. Dans la qualité du code, je dis pas que ça fait tout, je dis pas que les outils sont la solution à tout. Dans le sous-titre de cette conf, on dit que c'est de l'humain plus que de la technique, donc je ne dis pas que l'outil est la solution à tout, mais l'outil permet de pointer ce qui ne va pas et permet d'envisager des solutions. Donc c'est super, mais il faut s'assurer qu'on l'utilise, parce que le meilleur outil du monde, si vous ne l'utilisez pas, il ne sert pas à grand-chose. Moi, par exemple, j'ai des super pinceaux chez moi, je ne les ai clairement pas utilisés pour la boîte de mouchoirs et la boîte à tisane que vous avez vue tout à l'heure. Ah, merci. J'ai eu peur. J'avais mes tisanes dedans. Donc voilà, du coup, ce côté l'importance d'avoir des logiciels bien conçus. Si je prends, je vais reprendre l'image de ma boîte à tisane, je la revois bien. Oh, mais quelle collaboration, il se la passe dans le public, c'est génial. Vous loupez vraiment un truc à distance. Toc. Je vais essayer de montrer ça. Alors, vous ne verrez pas, c'est le principe. Mais quand je disais que je m'étais embêté à démonter ça, c'est que j'ai démonté tout ça pour coller cette feuille d'un esthétisme discutable et mettre la peinture verte en dessous, pour pas que ça se voit. Parce que du coup, pour moi, ça a de la valeur aussi, et ça permet de l'envoyer avec le suivant. Non. Ah merde, c'était celui d'après. C'est pas grave. Mais pour moi, ça a de la valeur aussi que cette boîte, elle soit bien conçue, au-delà du fait qu'elle fonctionne et qu'elle me permette d'accueillir mes tisanes. Et voilà, c'était pour aussi mettre en avant le fait que la bonne conception me rendait fier dans mon travail d'artisan. Enfin, dans mon travail, dans mon activité d'artisan. Des partenariats productifs, si vous vous rappelez, c'était plutôt que la collaboration avec le client, avoir des partenariats productifs. Il y a du suspense, hein. Vous pensez que je veux dire quoi? Parce que moi, j'ai aucune idée de ce que je vais dire. La preuve, je suis obligé d'aller voir mes antisèches. Pourquoi, du coup, est-ce qu'on a envie de passer d'une négociation, d'une négociation avec le client plutôt qu'à un partenariat productif plutôt qu'à une négociation avec le client? Déjà, il y a un mot qui disparaît, c'est la notion de client. Dans le software craftsmanship, on ne parle plus de client, on parle de partenariat. Sémantiquement, ça veut quand même dire quelque chose. Un partenariat, ça veut dire qu'on est peu ou prou au même niveau, qu'on se considère d'égal à égal, et qu'on a, selon moi, plus forcément ce côté client-fournisseur. En tout cas, il ne transparaît pas dans le vocabulaire. Qu'est-ce que ça permet des partenariats productifs? Ça permet d'arrêter d'opposer, et je mets des guillemets, fonctionnel, pardon, je suis dans l'autre sens, fonctionnel à technique. Parce qu'au fond, pour moi, il faut se poser cette question de qu'est-ce que c'est une story technique? Vous l'appelez comme vous voulez, technical story, US technique, item technique, tâche technique, sous-tâche technique, tout ce qui a technique dedans. Comme s'il fallait mettre un coup de stabilo sur le fait que voilà, c'est surtout pas du fonctionnel, ça apporte rien à l'application. C'est un peu des fois le discours qu'il y a derrière. Peut-être que vous avez des idées en tête là-dessus. Pour moi, il faut vraiment se la poser, cette question. A priori, un artisan, moi, quand j'ai peint là sous ma charnière, ma petite boîte, je ne me suis pas dit que ça allait servir à rien. C'est une story technique, démonter la charnière, peindre en dessous, et je me suis dit que ça servait à rien. Pourtant, personne ne le voit. Si quelqu'un me dit qu'il avait remarqué en ayant pris la boîte dans les mains, franchement, chapeau. Mais je ne vous croirais pas. Mais je le fais parce que je sais que c'est nécessaire. Je sais ce que ça va apporter. Alors, bon, l'exemple de la boîte à tisane trouve ses limites un petit peu. Moi, ça m'apporte de la fierté. Ça m'apporte aussi, ça m'apporte comme sentiment le fait de me dire, elle est bien réalisée, cette boîte. Si demain, je fais un truc de folie, j'ai envie de changer la charnière, je peux le faire. C'est comme ça. Et du coup, ça fait un peu comme si j'avais fait une feature à ma boîte à tisane. Vraiment, il est très limité, cet exemple. Il va falloir que j'en change assez rapidement. Toujours est-il que ça, je le transpose aussi à des US. Aujourd'hui, en tant que Scrum Master, quand j'ai un PO qui me dit non, on ne fait pas ce truc-là, c'est purement technique, le client ne verra pas l'impact, je lui dis non. Du coup, en général, je prends le tech lead qui se trouve dans la pièce ou dans la réunion et je dis non, tiens, mon cher, explique à notre PO pourquoi ça, c'est pas une thème technique et que ça a de l'impact. Et là, une fois sur deux, le tech lead dit non, mais si, c'est purement technique. Et du coup, c'est à moi d'aller creuser pour dire non, mais vraiment,
qu'est-ce que ça apporte à l'application? Si c'est purement technique, ça veut dire qu'on le fait pour rien. Et le fait de dire cette phrase de si c'est technique, on le fait pour rien, ça permet de débloquer les choses en général. Ça permet que le tech lead explique la valeur de ce système-là. Ça permet d'aller faire un pas vers l'autre. Ça permet d'arrêter d'opposer le tech lead et le PO. Je veux dire, le Scrum Master, moi, je m'oppose à personne. Le tech lead et le PO, qui est un schéma que j'ai souvent vu, c'est pour ça que j'en parle au cours de mes expériences. Et ça permet de passer à du partenariat productif, de passer de la contrainte des US techniques qui sont chiantes parce qu'en plus, c'est des gros morceaux et qu'en plus, il faut les intégrer obligatoirement, sinon on va se faire taper sur les doigts, à la fierté de se dire, en fait, l'application, elle est vachement bien faite, les perfs, elles ont augmenté de fou, on ne devrait pas trop avoir de problèmes de sécurité, en tout cas, il y a une faille de sécurité qui est sortie sur une vieille version du framework, on ne devrait pas l'avoir, nous, parce qu'en fait, on a fait les migrations régulièrement. Et c'est du coup de se dire, plutôt que de vivre ça comme une contrainte, plutôt que d'opposer les mondes entre clients-fournisseurs, entre techniques et fonctionnels, entre tech lead et PO, se dire, en fait, on travaille ensemble sur le même objet, sur le même produit. On est tous et toutes artisans du logiciel et on en est fiers de ça. Le dernier item, du coup, du manifeste du software craftsmanship, c'est l'ajout constant de valeur, plus que l'adaptation au changement, l'ajout constant de valeur. Il est lié pour moi avec le précédent, c'est pour ça que je les ai enchaînés dans ce sens-là. En fait, tout était prévu. Quelque chose qui me marque souvent, et c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est le réflexe pavlovien valeur métier. Pavlovien, c'est chien saucisse, pour ceux à qui ça parle. Vous prenez un chien, genre un chien. Vous agitez une saucisse, vous dites saucisse. Le chien bave. Donc on fait ça une quinzaine. J'ai jamais éduqué de chien, donc on va dire qu'on fait ça une quinzaine de fois. Ensuite, on retire la saucisse et on dit au chien saucisse. Le chien bave. Le chien a associé le mot saucisse à baver. Je trouve que c'est pareil avec valeur métier. Souvent, dans le contexte d'une équipe agile, Scrum, Kanban. Souvent, quand on dit valeur, on dit tout de suite métier, comme si ça allait forcément, comme si c'était un pléonasme, en fait. Valeur métier, il faut forcément qu'il y ait de la valeur métier. Et on l'oppose aussi à la valeur technique, comme je vous disais avant. J'ai déjà eu les deux, valeur métier et valeur technique. Et un jour, j'ai dit, non, messieurs, dames, c'est la même chose, en fait. Il s'agirait de comparer les deux. Donc pour moi, ajouter de la valeur, c'est pas forcément ce qu'on appelle communément de la valeur métier, c'est ce que je vous disais avant. Faire des tâches techniques, ça apporte aussi de la valeur. Point. Je n'ai rien de dire valeur métier, ou valeur fonctionnelle, ou business value, comme vous voulez. Dites juste valeur, c'est très très bien, et en plus, ça prend moins de mots dans la bouche. Une fois qu'on a dit ça, pour l'ajout constant de valeur, comment on fait quand même comment on fait pour être artisan et ajouter de la valeur? La bonne nouvelle, c'est que ça peut être facile. Ouais. Je suis un enthousiasme. Non, ça peut être facile. Vous ne me croyez pas, je sens que... La bonne nouvelle, c'est que ça peut être facile. Je m'étais mis en défi de faire ça aussi. Merci. J'espère que vous avez crié derrière votre écran. Ajouter de la valeur, ça peut être facile. Ajouter peu de valeur, ça peut être facile. On a parlé, c'était ce matin, je crois, à la keynote de la Boy Scout Rule, Boy Scout Rule, la règle du garçon scout. Il faut que je prenne des cours d'anglais, je crois. Le principe est le suivant, c'est de se dire que quand on quitte un endroit, quand on quitte un camping, quand on débarrasse la table, le but, c'est de laisser l'endroit plus propre ou en meilleur état que celui dans lequel on l'a trouvé. Dans le code, ça peut être pareil. C'est un peu moralisateur, cette règle-là. C'est le côté que j'aime pas trop. Il y a un côté super nanny. Mais en même temps, elle est assez parlante aussi. Je reprends mon exemple de tout à l'heure sur mon projet là où il n'y avait pas de test. Moi, j'ai fait mon travail de scout. J'ai mis des tests non seulement sur ma méthode, mais aussi sur la classe entière. C'était un moment difficile pour moi. Parce qu'il a fallu rentrer dans du code que je ne comprenais pas, qui n'était pas forcément clair, mais je suis content, fier de l'avoir fait. Je ressors quand même avec le sentiment de me dire, mince, on a avancé, on a ajouté de la valeur technique. Et non, on a ajouté de la valeur tout court, parce qu'il ne faut pas dire valeur technique. Ouais, je tape sur le Laurent du passé un peu des fois. Je suis un peu torturé dans ma tête.
Et on en ressort quand même avec de la satisfaction. Et oui, c'est vrai, on a ajouté de la valeur. Et on n'est pas obligé de sonner les trompettes à la démo pour dire qu'on a fait des tests. On peut sonner les trompettes pour dire on a amélioré la qualité de cette brique-là. Mais on n'est pas obligé de rentrer dans le détail. On n'est pas obligé de particulariser ça par rapport à un autre apport de valeur, en fait. Donc ça, c'est bien, c'est facile, on est content. Mais si tout pouvait se résoudre comme ça, le monde serait beau. Malheureusement, il ne suffit pas de rajouter des TU, des commentaires partout, de renommer des variables. Je sens un petit peu de souffrance ici. On pourra en parler tout à l'heure. Je fais des consultations également. Le monde ne tourne pas uniquement comme ça. Parfois, il faut accepter de passer du temps à le faire. Donc, en fait, il faut investir du temps. Donc, il faut investir pour augmenter, pour ajouter de la valeur. Je n'ai pas dit technique. Mais en fait, on accepte d'investir pour ajouter de la valeur métier du temps où on appelait ça la valeur métier, mais maintenant, vous ne le ferez plus. Donc, c'est juste de la valeur. Il faut accepter de passer du temps à le faire. Il faut accepter de passer du temps à faire du refacto. Il faut accepter de passer du temps à mettre les mains dedans. Et quand je dis accepter, du coup, c'est quelque chose de consenti en équipe. Si je prends l'exemple d'une équipe Scrum, je me suis surpris moi-même. Avec ses devs, son ou sa Scrum Master, son ou sa PO, c'est de l'accepter en équipe, de dire ok, prochain sprint, on fait tel refacto. Alors qui a tel but, enfin voilà, faut détailler un peu. Mais c'est quelque chose qu'on fait en équipe. Par exemple, sur un des projets sur lesquels j'ai travaillé, après, on mettait en prod, on va dire tous les mois, pour être gentil, tous les trimestres, allez. Donc plutôt un genre de map Big Bang. Et quand on faisait une map, après, il fallait supprimer on faisait du feature flipping, en fait. Et il fallait après qu'on supprime ce qui nous permettait de faire le feature flipping. Donc activer, désactiver les fonctionnalités à la demande. Ça, en fait, c'était une tâche technique qu'il fallait accepter de prendre du temps à faire. Je dis tâche technique parce que c'était le vocabulaire employé dans l'équipe. Et du coup, on voit ça avec le PO qui comprend la valeur parce qu'on lui explique. Et ça se passait bien. Ou moins bien. Voire pas du tout. Mais non, le but, c'était que ça se passe bien quand même. Ça a fini par se passer bien. Voilà. Du coup, il faut parfois apprendre à vouloir investir là-dedans. Et quand on est agent du changement, on va dire, quand on veut aller vers plus d'artisanat du logiciel, ça peut être aussi aider à faire de la pédagogie ou de l'andragogie envers son ou sa PO pour apprendre à investir et passer du temps là-dessus. Le manifeste de l'artisanat du logiciel, du coup, on a repassé les 4 points principaux. On se le relit pour le plaisir de la lecture. Enfin, je vais le lire tout seul, sinon ça fait vraiment école primaire et ça ne serait pas très super comme image. Ou secte. Les deux sont pas. Parce que l'école primaire est une. Bref. Donc, le manifeste de l'artisanat du logiciel, c'est 4 points. Pas seulement les individus et leurs interactions, mais aussi une communauté de professionnels. Comment est-ce qu'on la fédère, comment est-ce qu'on l'anime, comment est-ce qu'ensemble, on arrive à se créer une fierté autour de ça. Pas seulement des logiciels opérationnels, mais des logiciels bien conçus. Comment est-ce qu'on démonte la charnière de la boîte à tisane pour peindre en dessous et on s'en fiche que le client le voit ou pas. Pas seulement la collaboration avec les clients, mais aussi des partenariats productifs. On arrête de parler client-fournisseur, on arrête de s'opposer. On fait la paix, on réconcilie fonctionnel et technique. Et en fait, on ne fait pas de distinction là où il n'y a pas besoin d'en faire. Et pas seulement l'adaptation au changement, mais l'ajout constant de valeur, ni technique, ni métier, ni que sais-je, de la valeur, point barre. On a les moyens de le faire, donc faisons-le. Voilà pour ce beau manifeste. Oh, je l'ai pensé, tu l'as fait avant même que je te le demande. Je vous propose d'approfondir 2 de ces points dans le temps qui nous reste. Le premier, ça va être sur les logiciels bien conçus. Donc, pas seulement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels bien conçus. Je vous rassure, on va arrêter de parler de ma boîte à tisane. En tout cas, je vais essayer de ne plus trop en parler. Je l'aime beaucoup, hein, vraiment. C'est des heures de travail pour ça. On va parler d'entropie logicielle. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est de l'entropie logicielle ou de l'entropie ici, ou à distance, bien sûr? Ouais. C'est quoi? L'augmentation du désordre. Alors, c'est l'augmentation du désordre.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai... enfin, oui, c'est ça. Je suis pas le Larousse, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que je le définis. Et en fait, là, j'ai fait une vraie citation, mais qui est que de ma vie, donc qui va rien vous dire. Mais je cite mon prof de physique quand j'étais en maths sup. Alors, ça date un peu. Mais quand on a vu l'entropie en thermodynamique, il la définissait comme la quantité de bordel ambiant. C'est aussi ce que je me dis quand je regarde mon appart. Il y a quelqu'un dans le public qui a dit c'est vrai, et je suis un petit peu vexé. Mais je reconnais. C'est la quantité de bordel ambiant, la quantité de désordre, c'est mieux dit, c'est plus élégant. C'est les étagères pleines, c'est, j'allais dire une impression de saleté, je ne vais peut-être pas aller jusque-là non plus, et je ne veux pas que vous pensiez que c'est mon appartement. Au-delà de sa définition, malheureusement, le bordel est inévitable. Oh, c'est une très jolie phrase à mettre sur un mug, ça. Le bordel est inévitable, dans le sens où, quand on va modifier quelque chose, quand on va changer quelque chose, quand on va aller dans le code, quand on va en rajouter, on va foutre le bordel. C'est exactement ça. On va foutre le bordel, on va mettre le bazar, plutôt. Un petit peu plus élégant. On va créer du désordre, en fait. On va créer une perturbation, entre guillemets, sans aller plus loin dans la comparaison avec la thermodynamique. On va venir introduire quelque chose qui crée du bazar. Mais trop de bordel tue le logiciel. C'était ma soirée rime quand j'ai refait ces slides. Et en plus, alors j'espère que c'est plus qu'une porte ouverte qu'on enfonce. Il n'y a même pas de porte là. C'est-à-dire que effectivement, quand c'est trop le bazar dans le code, quand c'est trop le bazar dans notre appart, quand c'est trop le bazar dans notre bureau, dans une pièce, quelque part, ça finit par étouffer. On finit par plus rien pouvoir faire, on est paralysé. Et j'ai connu des applications qui sont décédées comme ça. Ou des microservices, en tout cas, pas des applications entières. Véridique, hein, celle sur laquelle j'avais rajouté des tests, on l'a enterré. On l'a brûlé. On a arrêté les frais, en fait. On a fait ce qu'on appelle dans le jargon une refonte. Pardon. On a fait ce qu'on appelle dans le jargon une refonte pour tout refaire parce qu'il fallait, parce que c'était le bordel. Et peut-être qu'on aurait pu éviter cette refonte en faisant le ménage. Voilà. C'est le moment des mimes. Juste avant, du coup, je vais revenir parce que ce que je vous dis sur l'entropie logicielle, c'est vous faites peut-être penser à quelque chose d'autre, un autre concept qui est la dette technique. J'appelle pas ça la dette technique, et même l'entropie logicielle. En fait, dans mes sources, il y a une conf d'Arnaud Lemaire qui passe 2 heures à expliquer ça. C'est vraiment fascinant. Si ce que je vous ai dit vous intéresse, arrêtez de m'écouter, allez voir Arnaud Lemaire, qui le dit de façon beaucoup plus complète, qui fait une conf géniale sur ce sujet-là en particulier, et qui du coup, c'est de ses propos que je tire mon propos introductif ici. Et donc, en particulier sur la dette technique, j'ai adoré la manière dont il l'a formulée. Il dit que la dette technique est une dette. Je vais pousser loin celle-là. Et que du coup, c'est une dette qu'on contracte envers le métier, envers notre PO, envers notre mémoire, envers en tout cas les personnes qui nous demandent de créer de la valeur, qu'elles soient techniques ou métier. On la contracte en échange d'une augmentation rapide du ROI, et on s'engage à la rembourser comme toutes les dettes. Voilà. On parle de l'insolvabilité de certains pays ou certaines organisations dans le public. Et je confirme que certaines applications ou certains logiciels sont insolvables parfois et finissent enterrés, du coup. Donc c'est pour ça que j'utilise entropie logicielle, parce que quand on fait de l'entropie, quand on met du bordel, souvent on ne se dit pas qu'on va mettre le bordel. On le fait parce que c'est assez inévitable. On ne fait pas en échange d'un ROI plus fort. Comment est-ce qu'on passe le balai? Oh là! Non, c'est comme ça. Comment est-ce qu'on passe le balai? Comme ça, je déterre quelqu'un. Bon. Ça se voit que je le passe pas chez moi. Hein. J'ai entendu dans le public quelqu'un qui l'a dit. Merci. On est soutenu, ça fait plaisir. J'ai mis 6 mots parce que je n'avais pas envie que vous lisiez tout le slide et que vous ne m'écoutiez pas.
suis un peu égocentrique. Non, pour essayer de faire de simplifier sur comment on passe un coup de balai et démystifier tout ça. La première étape, c'est de reconnaître qu'il faut passer le balai. Là, pour le coup, c'est comme à la maison. Il faut voir que le bordel existe, il faut prendre conscience de la qualité du code. On parlait d'outils qui permettaient de la mesurer, d'en avoir une idée en tout cas. J'en ai cité une toute petite partie, il y en a plein d'autres, sans doute beaucoup mieux que ça, qui évoluent peut-être un peu réellement la qualité du code. Mais l'important, c'est d'en avoir conscience en tout cas, que c'est le bordel et qu'il faut y faire quelque chose. Ensuite, il faut juguler. Alors, le mot est violent, on dirait qu'on étrangle quelqu'un, mais il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter l'hémorragie. C'était ça que je voulais mettre derrière, mais c'était encore plus violent. Il faut se dire qu'on a des mauvaises pratiques de codage, par exemple, et se dire, OK, au lieu de chercher dès à présent à nettoyer ce qui existe déjà, mais en continuant à coder salement, faut peut-être s'interroger sur nos pratiques et les améliorer. Parce que sinon, si on fait ça, c'est comme éponger une plaie qui continue à saigner en continu. On va se vider de son sang, mais le sol sera propre. Le but, c'est vraiment de s'interroger sur ces pratiques et de se dire, OK, comment est-ce qu'on a de meilleures pratiques pour arrêter l'hémorragie, arrêter le flux, en fait, de bordel. Ensuite, on peut passer à réduire cette dette qui existe. Ensuite, on peut nettoyer, faire du refacto, investir pour faire du refacto. Sur l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, avant de commencer à m'amuser à rajouter des tests là où il n'y en avait pas, c'est aussi passer par une phase de pédagogie et de se dire, OK, pourquoi est-ce que c'est important de faire des tests? Pourquoi est-ce que c'est important d'améliorer la qualité du code que l'on produit? Parce que sinon, moi, je pouvais faire tout ce que je voulais dans mon coin. Et c'est le point suivant. Si je n'avais pas mon groupe autour de moi, si je n'avais pas fédéré les personnes autour de moi, moi et d'autres personnes, hein, j'ai pas non plus un melon surdimensionné. Si j'avais pas fait ça, ça aurait servi à rien. J'aurais balayé mon truc de mon coin et j'arrête ce niveau. Et au final, on n'aurait rien eu de concret en termes de résultats. Il y aurait juste eu des tests dans une classe et basta. Alors qu'en fédérant autour de cette pratique-là, on a réussi à réellement aller améliorer la qualité du code. L'étape suivante, c'est transformer. Waouh, une espèce de vent un peu fantomatique ici. C'est transformer. Pourquoi est-ce que je parle de transformation ici encore? C'est parce que souvent, l'entropie logicielle, elle peut trouver sa source aussi dans l'organisation. Elle peut être le reflet, elle est le reflet en fait aussi d'une organisation. Au hasard, de mauvais transferts de compétences, d'une culture de la communauté qui n'est pas forcément transmise. D'une organisation très verticale où on n'a pas forcément de responsabilité, où les responsabilités sont assez silotées, où l'équipe n'est pas forcément polyvalente, ou en tout cas polyresponsable, je ne sais pas si ça existe, mais c'est ce concept de je m'occupe que de mon petit carré, que de ma petite prairie, et je ne vais pas forcément m'intéresser à ce que font les autres, à ce que font les autres membres de mon équipe. Donc il peut y avoir une étape aussi, alors sans parler de grandes transformations d'organisation, juste de prendre conscience de ça et de s'inculquer quelques bonnes pratiques. Le 6e mot, il est ultra démoralisant quand il est écrit comme ça, c'est répété, parce que c'est un peu comme Sisyphe, qui pousse sa pierre en haut du mont. En fait, c'est un travail en continu. Si on s'arrête de faire ça, la pierre nous roule dessus et en fait, tout ce qu'on aura fait avant ne servira à rien. Donc, c'est un travail à répéter. Donc, le deuxième et dernier axe du manifeste sur lequel je voulais qu'on s'attarde, qu'on examine, c'est la vie en communauté, ou du moins le travail en communauté. Je vous rappelle le point du manifeste du software craftsmanship. Plus que les individus et leurs interactions, une communauté non, pas seulement les individus et leurs interactions, mais aussi une communauté de professionnels. Je mélange les adverbes des deux manifestes. Mais en tout cas, là, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on construit cette communauté professionnelle et surtout comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle fonctionne. J'ai parlé de sécurité psychologique tout à l'heure et on va pouvoir arriver sur ce point. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette série. C'est The Good Place, du coup. Je sens pitcher la série plus que ça parce que je n'ai pas d'action chez Netflix.
Mais c'est une super série, par contre, allez la voir si jamais vous ne l'avez pas vue. The Good Place, ça raconte l'histoire de ce qui se passe au bon endroit. Le bon endroit, c'est l'endroit où on atterrit quand on a fait des choses bien dans sa vie, une fois qu'on est mort. C'est un genre de paradis dans la série, mais qui ne dit pas son nom. Pourquoi est-ce que je vous montre ça pour vous parler de ce que c'est la sécurité psychologique, parce qu'en essayant de décrire ce que c'est, je me suis vraiment dit que c'était à peu près ce monde-là. La sécurité psychologique, c'est les items qui sont rappelés là sur la droite. Yes. On est en sécurité psychologique dans un groupe lorsqu'on remplit les conditions, ces 4 conditions, alors, entre autres, hein. Mais pour moi, c'est des vraies caractéristiques. Un groupe en sécurité psychologique, c'est un groupe où la prise de parole, elle est aisée. On n'a pas peur de parler, on n'a pas peur de se lever et de dire qu'on n'est pas d'accord ou qu'on est d'accord. On n'a pas de tabou. Enfin, pas de tabou, dans le sens où on ne se dit pas que non, je ne vais pas oser ça parce que ce ne serait pas convenant professionnellement ou que c'est une mauvaise idée. On n'a pas peur d'avoir des tabous. Les débats, ils sont constructifs quand on est en sécurité psychologique, dans un groupe avec une sécurité psychologique accrue. On se nourrit de l'opinion de l'autre, des autres, soit on arrive à un avis consensuel dans le meilleur des cas, soit en tout cas on comprend pourquoi on va dans telle direction. Et c'est plutôt agréable. C'est un groupe dans lequel l'intelligence collective fonctionne pour ces raisons-là, et c'est un groupe qui nous permet de prendre des bonnes décisions. Parce qu'on respecte tout ça, parce qu'on ose parler, parce qu'on ose se lever, pas forcément faire la révolution, mais juste donner son avis. Et dans le cadre de la communauté de professionnels, c'est méga important, parce que comme je l'avais rappelé au tout début, c'était le premier bullet point de la communauté de professionnels. Je parlais du partage d'expérience, il faut que les plus juniors osent demander aussi, osent aller vers les plus seniors. Et parfois, c'est ce qui peut manquer dans une communauté de professionnels. C'est ça la sécurité psychologique, et je voulais faire avec vous un diagnostic de sécurité psychologique. Ça, vous connaissez? Ah, ouais, j'ai entendu, c'est pas... Ouais, ok. Oui, c'est notre ami Perceval, hein, de la série Camelot, sur une photo de qualité extraordinaire. Et en gros, c'est encore pire. Diagnostic pas de quelqu'un en sécurité psychologique, mais de quelqu'un qui ne se sent pas forcément en sécurité psychologique. Cette personne peut manifester les signes suivants. Elle se rallie systématiquement aux mêmes avis, cette personne ou ce groupe de personnes. Il y a quelqu'un qui va parler, toujours la même personne, toujours en premier, toujours plus fort, et on va se rallier à cette personne-là. Parce qu'on n'ose pas forcément dire qu'on n'est pas d'accord, ou parce qu'on n'imagine même pas ne pas être d'accord avec cette personne-là. Quelqu'un qui pourrait être un petit peu en déficit de sécurité psychologique, qui ne se sent pas en sécurité dans le groupe, c'est quelqu'un qui pourrait être silencieux devant 30 personnes, devant un groupe de 20-30 personnes, mais qui par contre en solo aura des choses à dire, aura des avis à donner, sera d'accord ou pas forcément d'accord avec ce qui est dit. Quelqu'un qui va du coup plutôt oser s'exprimer en solo que dans le groupe. Et la plus grosse caractéristique, je n'ai pas de classifier, mais en tout cas, ce qui peut en témoigner le plus, c'est que quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité dans un groupe a peur de montrer son incompétence. Vous l'avez peut-être déjà tous et toutes vécu, de travailler avec quelqu'un qui était souvent plus junior que vous, qui n'a pas forcément osé venir vous poser des questions. Peut-être que c'est votre cas vous-même, de ne pas avoir osé poser de questions. Il y a plein de choses qui expliquent ça. Il y a votre caractère, il y a le caractère de la personne. Il y a le climat du projet, de l'équipe. Mais du coup, ça révèle un certain manque de sécurité psychologique. Ça ne veut pas dire que vous faites mal votre travail si c'est le cas. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise si c'est le cas. Mais ça veut juste dire qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel on veut travailler. Et du coup, si on veut travailler là-dessus, on a deux aspects. Vers plus de sécurité, ça fait très électoraliste comme slide. C'est fou ça, hein, ça a pris un tournant cette conf. D'abord pour autrui. Moi, qu'est-ce que, en tant que facilitateur ou facilitatrice de ce groupe, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la sécurité psychologique du groupe? Alors, ce qui est marrant, c'est que le premier truc que j'inscris ici, ça vous surprend peut-être, c'est de le partitionner. C'est de séparer les gens. Évidemment, pas pour créer de l'État dans l'État, pas pour créer des petits groupes. Mais parce que, par exemple, des personnes qui n'osent pas forcément parler en groupe de 20, peut-être que sur des plus petits groupes, elles vont oser. Ou peut-être pas avec les mêmes personnes, elles vont oser. Je vous parlais de celui qui parlait toujours en premier, qui parlait toujours plus fort que les autres et qui donnait toujours son avis. Si vous sortez cette personne-là, si vous faites plusieurs groupes et qu'il y a des groupes où il n'y a pas cette personne-là, vous verrez que ceux qui sont habituellement plus silencieux, ils vont peut-être oser s'exprimer.
et que du coup, peut-être que ces développeurs, développeuses-là, qui n'ouvrent pas forcément d'habitude, bah là, vont oser donner des avis, et du coup, en ayant partitionné le groupe plutôt qu'isoler les individus, bah, en fait, ça va générer, des idées, des bonnes postures, des débats, et ça va permettre d'augmenter la richesse des débats de l'équipe. Ce qui sert aussi, ce que moi, en tant que Scrum Master, j'utilise beaucoup dans tout type de réunion, c'est de verbaliser pour autrui. Il y a un truc super avec moi, c'est une de mes plus grandes qualités, j'ai absolument pas peur de passer pour un débile. C'est vrai. On me confirme dans le public que c'est vrai. Et vous le voyez peut-être déjà. Puis c'est comme les trous, perdre de fil, faut l'assumer, d'aimer passer pour un débile. Et ce qui est cool, c'est que quand les autres ont l'impression de passer pour des débiles, j'accepte d'avoir cette impression pour eux. Quand un dev junior, ou pas forcément junior d'ailleurs, n'ose pas poser une question parce qu'il a peur de se faire juger. Quand un dev, je prends un exemple qui m'est arrivé récemment, quand un dev un peu expérimenté, qui a un peu de bouteille sur le projet, n'ose pas poser la question de comment est-ce qu'on livre en recette. Bah, moi, je veux bien la poser pour lui, en fait, parce que je m'en fous qu'on pense que je ne sais pas comment livrer en recette. J'essaie de laisser mon ego à la maison. J'essaye. Sauf quand je parle de mes créations en bois. Je suis un petit peu content. Mais du coup, c'est un super outil, la verbalisation. Et ça permet, du coup, le point suivant, de s'utiliser comme bouclier. Alors, verbalement, et sur une posture symbolique, on ne se jette pas comme ça devant les gens. Mais c'est vraiment de montrer aux gens, ok, je suis là pour toi. Si tu as une question à poser, vas-y, pose-la, ou je la pose à ta place. Ou si quelqu'un a des avis un peu trop forts, un peu trop prononcés, je vais être là pour recevoir cette énergie négative. Et toi, prendre positif, prendre la réponse. Quand on fait un peu plus, quand on essaie de faire un peu d'introspection pour voir comment est-ce qu'on arrivera à se sentir plus en sécurité psychologique, c'est là où j'avais envie de vous parler de la dette émotionnelle. Alors c'est pareil, c'est Marlene Cole, que vous connaissez peut-être aussi, qui a fait, entre autres, à l'Agile Tour Rennes en 2019, mais à d'autres moments aussi, j'imagine, une super conf sur la dette émotionnelle. La conf est super, allez la voir si ça vous intéresse. Ça dure 1 heure, ça se regarde comme du petit lait. J'ai appris des trucs de fou dans cette conf. Et c'est ultra frustrant, il faut que je vous en parle en à peu près 45 secondes. Donc vraiment, si ça vous intéresse, allez voir cette conf-là, c'est celle de l'Agile Tour 2019, elle est sur YouTube. Et vraiment, vous allez... Enfin, moi, j'ai appris plein de trucs. La dette émotionnelle, du coup, c'est quelque chose qui va naître quand on est en situation de... Quand dans un groupe, il peut y avoir des situations qui s'apparentent à du conflit ou de la tension. Oh, j'ai presque réussi à... faire la soudure. Bah ouais. Ah oui, parce que plus, toi, t'as mes notes. Ah ouais. Ok, vas-y, souffle-moi. C'est ça, exactement. Donc la dette émotionnelle, c'est quelque chose qui naît quand il y a des conflits et des incompréhensions dans le groupe. C'est ce qui peut naître aussi, du coup, quand il y a un manque de sécurité psychologique. Parce que souvent, les situations que je vous décrivais peuvent mener, pas forcément à du conflit, mais au moins de la situation de tension. J'ai déjà connu des groupes de développeurs et développeuses où le fait qu'il y ait des disparités de niveau crée de la tension, parce que l'impression que les autres ne veulent pas faire mieux, parce que l'impression qu'il y a de la mauvaise volonté. Et ça ne renforce pas du tout le sentiment de sécurité psychologique, vous vous en doutez bien. Et donc, ça crée de la dette émotionnelle, et donc, travailler dessus, ça peut être une des manières de mieux vivre dans ce groupe-là. Les étapes pour y arriver, il y en a plein que Marlene Cole décrit vachement mieux que ça dans sa conf, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus profond que ce que je vais vous expliquer maintenant. Une des étapes essentielles, c'est de consentir à y travailler, c'est de s'en rendre compte, c'est de la réaliser, c'est de voir qu'il y a bien cette dette émotionnelle, de consentir à travailler sur soi, et de mettre les mots dessus, de la verbaliser, et d'arriver à relier la cause au sentiment. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça dans le groupe? Pourquoi est-ce qu'il y a cette ambiance-là? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a cette ambiance-là? Et de factuellement lier ça au fait. Oh, c'est un joli pléonasme qui conclut cette partie. C'est fou. Merci. C'était vraiment la soirée de la rime quand j'ai écrit ce slide. Non, pour conclure sur l'artisanat du logiciel, je voulais vous proposer des idées de premiers petits pas pour mettre la main à la pâte. Je ne sais même pas s'il faut faire chauffer de l'argile pour faire de la poterie, vous remarquerez, mais ça sonnait bien.
Parce que moi, c'est ce qui m'avait intéressé quand j'en avais entendu parler de l'artisanat du logiciel, parce que ce prisme, il m'intéresse, c'est un prisme, l'artisanat du logiciel. Je suis pas en train de dire que c'est une école, je suis pas en train de dire que c'est un clivage, je suis pas en train de dire que c'est différent de l'agilité, que c'est différent du bon sens. Je vais juste essayer de vous montrer pendant ces quelques minutes une vision qu'on pouvait avoir du développement de logiciel au sens large et pourquoi ça me semblait vertueux. Et du coup, il peut y avoir plusieurs méthodes pour donner le premier tour de main au pot en argile. J'aurais dû réviser ça. Selon ce rôle dans le projet, ça peut être de proposer un mode refacto pour que ça génère de l'intelligence collective dans le groupe, pour que ça fédère cette communauté. Si par exemple je suis plutôt Scrum Master, ça peut être d'essayer de diagnostiquer la sécurité psychologique de l'équipe, juste s'asseoir dans un coin de réunion avec des devs, que des devs. C'est assez intéressant et assez instructif, je trouve. Si je suis dans un groupe, si je suis développeur dans un groupe, c'est oser poser une question. Si j'ose pas forcément le faire, c'est faire ce premier petit pas. Et ça m'aidera à aller vers un peu plus d'artisanat du logiciel. Voilà, si jamais ça vous a intéressé, que vous avez envie d'en parler encore plus, on peut continuer la discussion demain après-midi pendant le forum ouvert qui aura lieu. Et c'est déjà bien. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et si vous captez du Wi-Fi, il y a un QR code. Et je ne sais pas si on a le temps pour des questions. 3 minutes de questions. Ah bah il y a 3 minutes de questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions à distance? Ouais. Pour la partie est-ce que la place du Scrum Master peut régler ce souci de la personne qui va répondre de soi de manière un peu condescendante, plutôt de régler des comportements qui seraient possibles pour d'autres personnes, plutôt que de faire répondre des comportements qui seraient possibles Alors la question qui était posée, je vais la résumer vraiment en 2-3 mots, c'est que quand je parlais de la sécurité psychologique pour autrui, je parlais du fait que le Scrum Master pouvait être bouclier. Est-ce que la vraie solution, ce serait pas plutôt de travailler sur le fond, de pourquoi il y a ces réactions un peu condescendantes, entre guillemets? Et je te rejoins, par exemple, une attitude, ça peut être de faire bouclier en séance parce qu'il y a un fait qu'il faudra gérer à court terme, et derrière d'aller voir avec le développeur ou la développeuse en question pourquoi il y a eu cette réaction-là, d'expliquer ce qui a pu être vécu, d'encourager aussi la personne qui a reçu cette réaction-là à verbaliser ça. Voilà. Après, c'est de la gestion d'équipe, mais effectivement, tu as raison de dire ça. Agir sur le monde ne suffit pas, il faut traiter le fond. Voilà. D'autres questions? Oui. Il reste 2 minutes. Il y a 2 questions en ligne qui vont être très rapides. La dette émotionnelle, qui a fait la conf? Est-ce que tu peux nous le répéter? Ouais, c'était Marilyn Cole, M-A-R-Y-L-I-N, espace K-O-L. Merci. Et la deuxième question, la boîte à mouchoirs va-t-elle être industrialisée et sera-t-elle sur Amazon? Alors, la personne qui a posé la question, je peux la contacter. Je la vends entre 30 et 40 euros. Il n'y a pas de petit profit. Hein. Et non, je suis désolé, l'exemplaire restera chez moi à Rennes. C'est un objet de fabrication personnelle. Donc, je suis très fier. Merci beaucoup.